Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. La Chine a annoncé récemment une série de mesures économiques qui ont retenu l'attention du monde entier. Comment se porte l'économie chinoise à l'heure actuelle? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, économiste et chercheur principal à l'Institut Taihe, et par visioconférence depuis Bruxelles, Bernard de Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour madame. Merci. Je vais commencer par M. Ding Yifan. Si vous deviez employer un mot pour qualifier l'état de santé de l'économie chinoise à l'heure actuelle, quel est le mot? Il faut ajouter un autre mot. Okay. En fait, l'économie chinoise est sur le point de rebondir. Je veux dire, rebondissement va être le mot approprié pour désigner l'état de l'économie chinoise. Mais il n'est pas encore arrivé. Ça commence à se voir. Et quel est le regard, M. De Witt, en Europe vers l'économie chinoise à l'heure actuelle? Eh bien, l'Europe assiste un petit peu en spectateur à ce rebond que l'on espère. Pour le moment, l'on a constaté effectivement des difficultés économiques, notamment à la crise de l'immobilier en Chine. On est cependant, on reste attentif, on reste même dans certains milieux assez optimiste, connaissant, je dirais, les capacités et les réserves qu'a la Chine. Et pour ma part, je me range plutôt dans le camp des optimistes. Alors, on voit que depuis un certain temps, la Chine a annoncé une série de mesures, M. Ding Yifan, pour relancer l'économie dans plusieurs aspects. Donc, quel est votre commentaire sur ces mesures? En fait, oui, la Chine a pris d'abord des mesures monétaires pour fournir un peu plus de liquidité sur le marché financier. Et on a vu que ces mesures pour doper la bourse a eu des effets plutôt positifs. Il y a un rebond, il y a une baisse, mais tout de suite après, un rebond encore. Donc, en fait, par rapport à la pandémie ou par rapport à ce qui a été passé, il y a visiblement une amélioration de l'attente des investisseurs sur le marché financier chinois. Donc, il faut dire que la politique monétaire a donné des effets plutôt positifs. Et puis, le ministère des Finances a annoncé aussi toute une série de mesures pour doper la consommation. Donc, on a déjà vu que depuis le mois d'août, il y a visiblement une augmentation d'achat des voitures, surtout de renouvellement des véhicules électriques. Ce qui montre que la confiance est en train de revenir avec l'amélioration de la bourse et une stabilisation du marché immobilier. Donc les consommateurs sont un peu plus confiants maintenant en marché. Et donc il y a plus d'achat, de consommation, surtout des objets qu'on dit des objets de longue durée, comme des véhicules électriques. Donc il y a un peu plus de confiance, de consommation sur le marché. Quel est votre avis, M. De Witt? En fait, je constate quand même ces mesures de relance ont été suivies de près en Europe aussi. Je pense que l'Europe a intérêt à une Chine stable et prospère. Et donc, les mesures prises par le gouvernement me paraissent importantes. Certaines sont même courageuses. Le gros enjeu pour le gouvernement chinois, c'est évidemment, comme l'a dit le professeur Ding, c'est de restaurer aussi la confiance des consommateurs. C'est aussi des mesures qui consistent à essayer de remédier à cette crise de l'immobilier. C'est des mesures qui ont permis un rebond de la bourse, mais je vous avoue très honnêtement, la bourse, je n'ai pas trop confiance parce que c'est très spéculatif, ça monte, ça descend. Je dirais, vous avez là pas mal d'indicateurs que je ne suivrai pas trop. Par contre, comme l'on voit, est-ce qu'il y aura vraiment un rebond longue durée au niveau de la consommation?
Est-ce que, je dirais, le marché immobilier va se stabiliser? Voilà les gros enjeux et je pense que les mesures qui viennent d'être prises sont déjà un très beau pas très important dans cette direction. Justement, vous avez mentionné, Monsieur De Vries, vous avez mentionné 2 fois la crise immobilière. Je ne sais pas, parce que je regarde beaucoup dans les médias et les vidéos sur les réseaux sociaux. En fait, la crise immobilière, c'est assez récurrent à apparaître. Alors, dans les mesures qui ont été annoncées, il y a aussi des mesures, comme indiqué M. De Witt, des mesures pour booster un peu le marché immobilier. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une crise immobilière et pensez-vous que ces mesures sont suffisantes pour sortir de cette crise immobilière? En fait, oui, il y a une crise immobilière, c'est-à-dire le prix commence à chuter spectaculairement dans beaucoup de villes. Mais c'est quelque chose de voulu? C'est quelque chose de voulu. Non, il y a une combinaison de l'attente du marché et il y a eu une volonté politique du gouvernement de ne pas laisser le marché immobilier devenir trop spéculatif. Il y a des deux. En fait, la chute des prix est indicateur d'une espèce de crise. En fait, en comparaison avec ce que nous avons vu comme crise immobilière aux États-Unis, etc., la crise immobilière en Chine est de nature complètement différente. Car la Chine, il n'y a pas une offre trop importante sur le marché. Il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande. Donc, c'est pour cela que finalement, depuis un certain temps, nous avons pris des mesures à la fois administratives et financières pour encourager les gens à parachever le processus d'achat des appartements, des maisons, etc. Parce que, en fait, à l'issue du Covid, les banques ont suspendu, d'une certaine manière, le processus d'achat de ces personnes. Car un certain nombre de personnes, dues au Covid, ont perdu un peu le pouvoir d'achat. Ont eu des problèmes d'hypothèque, etc., etc. Mais pour résoudre ce problème-là, le gouvernement a pris des mesures pour aider les banques commerciales, à soulager un peu le fardeau de paiement d'intérêt de ces personnes qui ont acheté des maisons, etc. Et ces mesures serviraient à soulager un peu la pression sur le marché immobilier. Et on a vu depuis quelques jours seulement, on a vu un signe de rebondissement du marché immobilier. Il y en a surtout des parties de maisons de luxe commencent à prendre de vigueur. Donc les gens commencent à revenir sur le marché, surtout à Shenzhen. Le marché immobilier de Shenzhen était considéré comme très spéculatif, donc la chute du prix a été le plus remarquable aussi depuis un an. Maintenant, ça commence à revenir, le prix commence à se stabiliser à Shenzhen aussi. Alors, si on fait une analyse plus en profondeur de l'économie chinoise, je vois aussi beaucoup d'analyses sur les réseaux sociaux qui ont des titres comme, par exemple, la Chine, la panne de croissance ou Chine panique sur l'économie, ou encore des adjectifs comme crise économique en Chine. Donc, comment faut-il regarder aujourd'hui la santé économique chinoise si on fait une analyse plus en détail et plus concrète? Donc c'était des analyses plutôt précédentes, c'est-à-dire c'était des analyses de l'état de la santé de l'économie chinoise il y a par exemple 6 mois. Depuis que le gouvernement commence à prendre des mesures pour stimuler l'économie, à la fin du mois septembre, il y a un champion qui est intervenu sur le marché chinois. C'est-à-dire qu'on a d'abord pris des mesures pour doper le marché.
Donc le rebondissement du marché financier a donné un peu plus de confiance. Aussi, il y a aussi le marché immobilier. Le marché immobilier commence à se stabiliser. Quand on regarde le prix des maisons, des appartements à Shenzhen, ou dans des villes où la chute du prix était les plus spectaculaires. Et là, les prix commencent à se stabiliser, donc le panique est passé. Donc ça aussi, c'est un signe plutôt encourageant. À part la stabilisation du marché immobilier et le regain du marché financier, il y a aussi le rebond de la consommation. On a constaté le rebond de la consommation sur le marché des voitures. On a vu ça aussi sur le marché de consommation des objets de longue durée. Là aussi, il y a un peu plus de confiance dans la population. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la Chine est en train de vivre un rebondissement d'une crise économique comme ça? La Chine est en train de sortir de cette menace immédiate de crise. En fait, la crise était plutôt... c'était une ombre de la crise sur la Chine. Pour parler du marché immobilier, il y avait probablement une crise. Le marché financier, c'était un marché moribond depuis un certain temps déjà, depuis très longtemps. Maintenant, il y a un rebond du marché financier. C'est la morosité du marché financier. Oui, il y a eu une espèce de... Oui, le marché financier a été terne. Et était ce qu'on appelle un bear market. Donc, selon vous, ce n'est pas une crise sur le marché financier? Non, ce n'était pas une crise. La crise immobilière avait créé une espèce de panique sur le système financier chinois. Car souvent, dans beaucoup de pays, la crise immobilière pourrait aboutir à une crise financière. Mais tandis qu'en Chine, l'exposition du système financier chinois au marché immobilier était limitée. Donc là, on a mis des gardes entre le marché financier, le système financier chinois et le marché immobilier. Et maintenant, on a pris tout de suite des mesures pour stabiliser les prix, pour faciliter l'accès de la population au logement, etc. Donc, le marché commence à se stabiliser. Et quel est votre regard, M. De Wit? On a pris un peu de temps pour analyser un peu en profondeur l'économie chinoise en tant qu'entreprise. Vous, est-ce que la santé de l'économie chinoise est devenue un sujet d'inquiétude pour vous ou pour les entreprises sur leur confiance? Oui, c'est important parce que notamment toutes les entreprises européennes exportatrices vers la Chine ont intérêt à avoir une consommation importante, ont intérêt à avoir une économie dynamique en face d'elles. Si on a une économie plus anémiée, qui, je dirais, une confiance des consommateurs en berne, à ce moment-là, nos produits européens se vendront aussi moins bien en Chine. Donc, nous avons intérêt à cela. Ceci étant, je constate, comme le professeur dit, que les mesures qui sont prises sont des mesures importantes. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, en Europe, nous avons aussi eu ces débats. Faut-il parfois augmenter certains déficits pour relancer l'économie ou faut-il prendre plus draconienne pour réduire le déficit et je dirais, il y a un petit peu les deux écoles. Je pense qu'en ce moment, la Chine est allée de l'avant en libérant des fonds importants pour relancer différents secteurs. Je pense que là, ça aura un impact aussi positif sur nos entreprises exportatrices notamment. Il y a une autre question, c'est que pensez-vous qu'il y a une déflation en Chine maintenant? Oui, en fait, c'est un problème de stabilité des prix ou le problème d'inflation ou de déflation, en fait. Si vous regardez le niveau de CPI, donc l'index de prix, etc., il est stable. Il est autour de 2%. Donc, si on prend des mesures des banques centrales, etc., les grandes banques centrales, comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, avaient tous fixé
le niveau de l'inflation à 2%. Donc si vous regardez le niveau de CPI en Chine, il était 2% depuis très très longtemps, depuis plusieurs années déjà. Donc de ce point de vue, je pense que le niveau de l'inflation est convenable en Chine, maintenu à un niveau tout à fait convenable. Tandis que quand on parle de déflation, c'est parce que souvent, dans beaucoup de secteurs, les prix ne bougent pas beaucoup, ce qui n'encourage pas les gens à investir. C'est le souci. Je pense que fondamentalement, il n'y a pas vraiment le phénomène de déflation en Chine, mais il y a un souci de déflation. On pense que sans une espèce sans un niveau d'inflation un peu plus poussé, un peu plus élevé, les entreprises et les consommateurs hésitent à dépenser ou à investir. C'est toute une question de confiance en fait. Comme a indiqué M. De Witt, je pense il a souligné un point intéressant, c'est que pour les entreprises, c'est aussi leur vision si la Chine est en crise ou pas. Donc, est-ce que vous pensez que ces mesures va être pris par les entreprises comme un bon signal et que la confiance va être aussi en rebondissement? Je pense que la confiance il y a d'abord, on voit que la consommation est en train de revenir. Cela veut dire que les consommateurs sont en train de regagner leur confiance sur le marché. Le marché immobilier est en train de se stabiliser. Ça aussi, c'est un bon signe. Et lorsque toutes les perspectives sont rassurées, alors à ce moment-là, les entreprises vont élargir leur investissement. Il y a toujours un décalage. Les entreprises hésitent encore. Il y a une attitude qui n'est pas très claire. La plupart des entreprises pensent qu'ils ne savent pas si c'est un signal de croissance à long terme ou si c'est seulement un dopage. C'est-à-dire que c'est seulement l'effet de stimulation des mesures fiscales et monétaires par le gouvernement. C'est vrai que la situation est plus complexe maintenant. Hein, donc, et tout le monde a un processus, la prise de décision et tout, ça demande aussi donc il y a un processus d'interaction entre le public et le pouvoir public. Le pouvoir public qui va prendre des mesures de dopage un peu plus approfondies pour montrer leur volonté de stimuler la croissance. Alors, je pense que le public serait plus confiant. Et il y aurait un cercle vertueux qui sera déclenché et à ce moment-là, le taux de croissance va se consolider et il va y avoir une meilleure perspective de la croissance. Monsieur De Witt, vous avez écrit récemment un article très intéressant sur la coopération entre la Chine et l'Europe, notamment dans le domaine de l'économie verte. C'est un domaine très important dans l'économie des deux parties. Alors, vous avez mentionné la nécessité d'une forte coopération entre les deux parties, mais on voit aussi qu'il existe des différences. Par exemple, notamment récemment concernant les mesures de l'Union européenne envers les véhicules électriques en provenance de Chine. Donc, quel est votre regard vers cette coopération? Comment on peut l'améliorer dans le futur? Je crois qu'il est très important de ne pas se laisser aller à des mesures protectionnistes de part et d'autre qui n'aboutiront à rien. Les enjeux sont énormes. Les enjeux, c'est le réchauffement climatique, c'est une planète qui est en difficulté et nous avons les moyens de lutter contre cela. Et pour ça, on doit, je dirais, s'entendre. On doit trouver des lieux de coopération. Vous l'avez cité, tout ce qui est autour de l'énergie verte est quelque chose d'important. Alors, il y a pour le moment, du côté européen, à la fois une envie d'aller de l'avant avec la Chine et une crainte de se laisser distancer par la Chine, de se laisser un petit peu, on l'a vu avec par exemple les véhicules électriques
de se laisser finalement, entre guillemets, envahir par les véhicules électriques chinois qui sont de bonne qualité et moins chers. Mais je pense que nous avons plutôt intérêt à trouver les liens de coopération. Je pense par exemple au niveau Belgique-Chine, on a insisté sur 4 domaines où l'on peut aller de l'avant. C'est l'agroalimentaire, c'est la logistique, c'est le biopharma et c'est les énergies vertes. Dans tous ces domaines, nous avons des complémentarités. Et je crois qu'on a intérêt à trouver un dialogue. Parce que qu'est-ce qui va se passer si, je dirais, du côté européen, nous poursuivons avec des mesures, je dirais, d'imposition supplémentaire sur certains produits chinois, mais la Chine va faire de même. On a déjà avec éventuellement le cognac français, et on peut multiplier à l'envi. Or, qu'est-ce qu'on a vu ces 20 dernières années? Ces 20 dernières années, on a vu que le niveau de vie, tant en Chine qu'en Europe, a augmenté parce que justement, on avait libéralisé aussi les échanges, parce qu'on avait permis finalement aux produits européens de se vendre mieux en Chine et aux produits chinois de se vendre en Europe, pour aussi permettre une réduction de l'inflation, parce que certains produits chinois étant meilleur marché, mais les consommateurs européens et particulièrement les couches moins favorisées de la population avaient accès à un certain nombre de produits qui permettaient d'améliorer leur niveau de vie. Selon vous, quelle est l'origine de cette de ces différents, par exemple dans le cas de véhicules électriques, pourquoi il y a cette décision d'imposer les surtaxes selon vous? Du côté européen, on dit qu'en réalité, les véhicules chinois parviennent à atteindre des prix planchers en quelque sorte parce qu'il y a eu subside du gouvernement chinois, parce qu'il y a eu je dirais, soutien financier du gouvernement chinois à la recherche, à notamment au développement de certains modèles de batteries. Et que cela fausse en quelque sorte la concurrence, les constructeurs européens n'ayant pas eu le même type de soutien. Et donc, l'imposition de la part, je dirais, des autorités européennes consistait un petit peu à remédier à cela. Et quel est votre avis sur cette question, M. Denifal? En fait, je pense que la plupart des entreprises chinoises fabriquant des véhicules électriques sentent que c'est une injustice totale. Car cette surtaxe imposée sur l'exportation chinoise vers l'Europe au nom de anti-subventions, etc., n'est pas justifiée, car ils n'ont fait aucune enquête. Ou l'enquête n'est pas faite de façon justifiée et convaincante. Du coup, ils ont essayé de faire un peu en fait, au stade préliminaire du développement de toutes sortes d'énergie, il y a toujours une subvention de la part du gouvernement respectif de tous les pays. En Europe comme aux États-Unis, ils ont subventionné aussi le développement de leurs véhicules électriques. Mais ce qui ne les empêche pas de devenir très compétitifs sur le marché. C'est pour ça qu'ils vont prendre des mesures protectrices de leur marché. Je pense que de ce point de vue, l'attitude chinoise pourrait donner à réfléchir aussi aux Européennes ou aux Américains. Car au départ, lorsque le gouvernement chinois avait subventionné l'industrie des véhicules électriques, les véhicules électriques chinois n'étaient pas très compétitifs. Ils n'avaient pas une technologie tellement enviable. Certaines entreprises profitaient même du statut de la subvention pour gagner de l'argent. Non pas pour faire de la recherche plus avancée, mais tout simplement pour gagner de l'argent. Et à ce moment-là, le gouvernement chinois a pris une décision hardie. Celle de laisser Tesla, donc cette entreprise américaine, à s'installer en Chine. La municipalité de Shanghai a même subventionné
l'achat de terre à Tesla. Donc un terrain de terre a été acheté à un prix très favorable par Tesla. Et à l'époque, cette décision s'est heurtée à une résistance terrible en Chine, parce que les fabricants chinois étaient tous contre cela. Mais le gouvernement chinois a tout de même pris la mesure de laisser entrer Tesla. Et une fois entré au marché chinois, Tesla a joué un rôle de poisson-chat, à forcer les entreprises chinoises à progresser plus rapidement, à faire des efforts de développement. Et puis aujourd'hui, si vous regardez les produits avancés par des entreprises chinoises, les produits d'aujourd'hui sont complètement différents de leurs produits avant l'entrée de Tesla en Chine. Je pense que c'est la présence de Tesla qui a forcé les entreprises chinoises à faire des efforts. Elles se sont inspirées aussi de Tesla, du modèle de Tesla, de la technologie de Tesla. N'empêche que finalement, l'entrée de Tesla sur le marché chinois a joué un rôle positif pour forcer les entreprises chinoises à faire des efforts, à faire des progrès, à avancer sur la voie de développement technologique. Si bien qu'aujourd'hui, les modèles avancés par des fabricants chinois ne sont pas inférieurs à celui de Tesla. C'est ça. Il y a une dialecte que les Européennes ne semblent pas comprendre. Monsieur DeWitt, quel est votre avis? Comment faut-il remédier à la crainte de la part de l'Europe envers la Chine dans ce domaine ou dans d'autres domaines aussi? Oui, je pense qu'il faut absolument poursuivre et approfondir le dialogue entre la Chine et l'Europe. Il faut absolument trouver des bases communes. Nous avons des possibilités aussi de coopération en matière culturelle, en matière universitaire. Favorisons les échanges entre nos universités. C'est important que les futures générations apprennent à mieux se connaître. On l'a vu ces 40 dernières années, les échanges se sont multipliés. Il faut absolument continuer. Il faut absolument, je dirais, que nous ayons de part et d'autre une meilleure connaissance l'un de l'autre. En ce qui concerne, pour revenir aux véhicules électriques, je pense que tout n'est pas terminé. Il y a encore des discussions, il y a encore des négociations au niveau européen et au niveau chinois. Et peut-être trouvera-t-on une forme de moyen interne qui pourrait convenir aux deux parties. Mais il est important, sans faire pas dans une tour d'ivoire, qu'il est important qu'on reste ouvert de part et d'autre pour justement faire face aux challenges que nous connaissons. Alors, pour conclure notre émission, on revient sur l'économie chinoise. Monsieur Ding Yifan, quel est votre... que faut-il attendre parce qu'on est vers la fin de l'année et que faut-il attendre pour la suite? En fait, il faut que les politiques publiques du gouvernement chinois soient durables. Il ne faut pas que les politiques fiscales, monétaires, etc., prises, soient temporaires. Donc il faut donner un peu de courage aux investisseurs, il faut donner un peu plus de confiance aux investisseurs. S'ils sont persuadés que ces politiques sont de façon durable pour un certain temps, au moins, eh bien, ils auraient un peu plus de confiance. À ce moment-là, lorsque la confiance revient, et il y a un peu plus de meilleures perspectives de croissance, d'investissement et de consommation. Voilà. Alors, je vous remercie, M. Ding Yifan, et je vous remercie, M. DeWitt, d'avoir participé à notre émission. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.